J'effectue cette semaine ma 3e mission au Centre d'Art depuis 2015 et ces missions en Haïti viennent un peu compléter mon expérience internationale. Pendant 10 ans, j'ai soutenu des musées du Vietnam à se moderniser, à acquérir les standards internationaux dans les domaines de la documentation. Et j'interviens également, je suis intervenue à l'université de Saigon, d'Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, et j'interviens à la Sorbonne Abu Dhabi également sur ces questions de documentation dans des masters qui sont dédiés à des futurs professionnels des musées. J'espère aussi que cette présentation pourra éclairer tous les efforts du Centre d'Art qui sont fournis par toute l'équipe depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, en vue de mieux connaître la création haïtienne, qu'elle soit ancienne ou nouvelle, par une bonne conservation et une bonne connaissance de la collection du Centre d'Art. Il y a un boom des musées, il y a aussi la redéfinition des missions des musées, que ce soit en Occident, en Europe, dans les pays riches, dans les pays émergents, que ce soit à travers les nouveaux outils qu'ont les musées numériques ou des missions plus traditionnelles. Tous les 7-8 ans, on fait évoluer cette définition de ce que sont les musées. Mais ce qui reste au cœur de la définition et qui est importante pour moi, c'est qu'un musée, c'est une institution permanente, sans but lucratif, qui est au service de la société, de son développement, qui gère une collection. Donc quand je dis qui gère, qui acquiert, qui conserve, qui étudie, qui expose, afin de transmettre un patrimoine, afin d'aider aux études, à l'aider à l'éducation et à la délectation. Donc je pense que toutes ces notions sont extrêmement importantes, de savoir qu'un musée conserve une collection bien entendu, mais avec des objectifs qui sont complémentaires et qui sont très différents, que ce soit la délectation, donc l'amour du beau, le choc esthétique, ou des missions plus pédagogiques, ou encore des missions plus scientifiques, de recherche en histoire de l'art, en ethnographie, en histoire des sciences, etc. En France, on a une loi qui date de 2002 et qui encadre complètement le domaine des musées. Normalement, les collections des musées sont imprescriptibles et inaliénables. C'est-à-dire que quand elles rentrent dans le domaine public de l'État, des musées, on ne peut plus ni les vendre, ni s'en séparer. Même si ce sont de vilaines croûtes, même si ce sont des tessons de verre, on doit les conserver, on ne peut pas les déclasser, on ne peut pas les vendre, on ne peut pas les échanger, on ne peut pas les donner, on peut juste les déposer à un autre musée en France, ou parfois à l'étranger avec des accords intergouvernementaux. Deuxième caractère introductif, le nouveau rôle des musées. Alors, au service du développement. On s'est rendu compte, on a parié dans plusieurs espaces du monde depuis une quinzaine d'années sur le rôle des musées pour dynamiser un espace, un territoire local, avec des exemples plus ou moins réussis. En Europe, en général, ça s'est fait dans des espaces qui étaient désindustrialisés, et en particulier des espaces miniers. Ça a été le cas à Bilbao, en Espagne, une ville qui se mourait, qui était au Pays Basque, mais dont toutes les infrastructures étaient à reprendre, qui s'était appauvrie puisqu'il n'y avait plus d'industrie, il n'y avait plus de mines, et qui a fait un appel d'offres pour accueillir un musée, et c'est le musée Guggenheim de New York qui a accepté de venir s'installer dans cet espace. Donc on a reconstruit des routes, on a fait venir des trains à grande vitesse, on a nettoyé la ville, on a valorisé tout ce qu'il y avait de valorisable dans la ville autour de ce projet de grand musée. Il sert aujourd'hui d'exemple un peu dans le monde entier. Sur ce modèle a été construit le Louvre-Lens. Lens est une ville minière du nord de la France, donc une région où il y a peu de soleil, pas de touristes. Les touristes du nord de l'Europe passent par cette région-là pour venir dans le sud de l'Europe sans jamais s'arrêter.
Il y a eu là aussi un accord pour que le Louvre vienne créer un musée à Lens, à l'endroit où les mineurs travaillaient il y a encore 50 ans. Ce musée a aujourd'hui 5 ans, il a eu 5 ans l'hiver dernier, et il arrive à bloquer, à arrêter des touristes belges, hollandais, danois qui arrivent du nord de l'Europe et qui s'arrêtent au Louvre-Lens pour voir des collections qui sont des collections du Louvre de Paris. Troisième modèle, encore en France, le Centre Pompidou-Metz. Metz est une ville à l'est de la France, une ancienne ville minière également. Et sur ce même modèle, le Centre Pompidou, qui est notre grand musée d'art contemporain, a installé un musée, un centre culturel à Metz. Et puis dernier exemple, un petit peu plus particulier, c'est le musée du Louvre à Abu Dhabi. Donc Abu Dhabi, c'est dans les Émirats arabes. Il y a plus de 10 ans, en 2007, les Émiratis ont décidé dans un grand programme de l'après-pétrole d'installer des structures culturelles en complément de leur structure hôtelière de luxe pour, entre guillemets, arrêter les touristes asiatiques qui viendraient en Europe. Le principe étant qu'ils s'arrêtent à mi-distance, on est à quelques heures de l'Inde, à quelques heures de la Chine, pour découvrir un musée et des œuvres de première qualité. Là où le boom des musées et le choix des musées pour dynamiser un territoire est le plus important, c'est la Chine. En 1905, les Chinois avaient 8 musées. Et imaginez bien que ces musées, ils étaient sûrement dans les concessions occidentales. Toutes les provinces de Chine doivent être équipées d'un musée. C'est à la proportion de la Chine, avec plus d'1 milliard d'habitants, avec des visites obligatoires pour les scolaires, pour les seniors, à travers tout ce que le parti organise et qui est obligatoire en Chine. Mais malgré tout, ça donne une idée de la place des musées dans la vie des Chinois d'aujourd'hui. Donc quelques chiffres clés, ils organisent plus de 10 000 expositions temporaires par an. Donc ils fonctionnent dans toutes les provinces. Vous voyez, j'ai mis l'exemple d'un musée qui est en Mongolie intérieure et dont l'architecture est extrêmement novatrice. Donc on est au milieu de la Chine, c'est dans une zone quasiment désertique, etc. Et on a un musée, là c'est pas du tout un éléphant de mer, c'est un musée, c'est l'architecture d'un musée extrêmement nouveau. Bien entendu, ils prennent les modèles occidentaux, des antennes de grands musées de Pékin ou de Shanghai, installées dans le pays. Et puis, ils fonctionnent énormément autour de leurs gisements d'art, que ce soit les découvertes archéologiques, les pôles d'art contemporain ou les villes où l'art classique est extrêmement riche nativement. C'est qu'on a des musées qui sont de toutes formes. Des musées d'État, bien entendu, Beaux-Arts pour les plus classiques, mais aussi des musées universitaires, des musées d'entreprise, des musées concernant le patrimoine industriel, donc ils partent vraiment dans toutes les directions, et puis des collections d'entreprises anciennement étatiques qui ont pu se privatiser, ou des musées très thématiques comme le musée du football, le musée du golf, le musée du ping-pong, qui sont des gros musées qui semblent assez étonnants. On pourrait penser que c'est des tout petits musées et pas du tout, ce sont des musées importants. Donc ils n'hésitent pas à faire musée. Alors, leur modèle est d'avoir beaucoup d'expositions itinérantes, également de former leurs jeunes conservateurs à qui ils imposent aujourd'hui l'anglais. Jusqu'à présent, et pour des gens de ma génération, les relations internationales sont difficiles, puisque les Chinois ne parlent que chinois.
Et dans le monde des musées, alors dans le monde des affaires c'est vrai, mais dans le monde des musées, on impose aux jeunes conservateurs d'être bilingues, au moins bilingues anglais-chinois. Et puis, bien entendu, ils essayent aussi de limiter l'aspect business des musées. Ils essaient de répondre réellement aux normes des musées en limitant toutes les activités commerciales, même si vous allez voir, il y en a énormément. Alors, il y en a énormément, puisque dans leur diversification de ressources arrivent quasiment en premier lieu les produits dérivés. Il ne faut pas oublier que la Chine est notre plus gros producteur au monde de plastique, caoutchouc et autres gadgets. Donc les musées n'ont pas pu éviter de rentrer dans les reproductions sous toutes leurs formes. Voilà, c'est 10% du revenu global des musées aujourd'hui. C'est énorme. La diversification des ressources, elle apparaît aussi par de nombreux partenariats publics-privés avec des constructions et des gestions de centres culturels dans les cantons. Donc un centre culturel dans lequel il y a un musée. Avec le développement de parcs archéologiques, on a une zone archéologique, on fait des fouilles, on met un petit musée à côté qui permet, au-delà de l'interprétation, de donner de vraies explications concernant et le travail archéologique et les fouilles faites. Ce partenariat public-privé, il concerne aussi la construction de musées et puis même la conservation de villages qui peuvent être associés en tant que village traditionnel à un musée dédié. Alors, j'ai commencé par dire que tous les exemples de nouveaux musées que je vous avais montrés étaient des musées facteurs de développement local, territorial. Dans le cas de la Chine, et on peut l'ouvrir à tous les cas, les musées font aussi partie des outils de soft power des États. C'est-à-dire qu'en ayant des musées, on valorise l'art d'un pays, on valorise la création artistique d'un pays et on valorise, on peut imposer l'art et la création artistique nationale au niveau international. Et je pense que c'est important de le préciser dans le cas d'Haïti. Alors, j'en arrive à la documentation. La documentation, qu'est-ce que la documentation dans un musée? C'est beaucoup de choses. Tout d'abord, c'est un inventaire. L'inventaire de toutes les collections selon des normes internationales, là aussi. L'inventaire qui peut être papier ou informatisé. Pour parler du centre d'art, aujourd'hui, le centre d'art est en train de finaliser l'inventaire informatisé de ses collections. Il y a une base de données qui fonctionne très bien ici et qui répertorie toutes les œuvres de la collection avec les critères d'inventaire standardisés qui vont donc permettre de communiquer sur les collections, de les conserver dans les meilleures conditions et d'enclencher, quand des chercheurs existeront sur le sujet, de la recherche sur la création artistique en Haïti. Donc je vais dire tout de suite ce que sont les dossiers d'œuvres. Ce sont les dossiers papier ou numériques qu'on crée pour chacune des œuvres. Et c'est un petit peu la carte d'identité de l'œuvre. Si on le peut, on y associe l'achat, le document d'achat, le document de don, toutes les archives qui sont liées à cet objet, qui viendrait ou de l'auteur ou d'un critique qui aurait écrit sur cette œuvre. Mais également tout le rappel de toutes les expositions dans lesquelles cette œuvre aurait pu être présentée, etc., etc. Les dossiers d'œuvres, c'est une mine dans notre monde des musées et c'est une partie de la documentation qu'on cherche à valoriser aujourd'hui, justement pour être en partage avec le monde entier, etc. Des archives des collections d'établissements, donc les archives plus globales, des documents sonores et audiovisuels. Vous savez que l'UNESCO a défini des normes d'un patrimoine immatériel. Quand un musée a des enregistrements sonores, des vidéos d'artistes, de conservateurs, de commissaires d'expo, c'est de la documentation
Et c'est du patrimoine immatériel qu'il faut conserver. Donc on est entre documentation et collection, mais c'est au moins de la documentation qu'il faut conserver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous trouvez des Super 8 du Centre d'Art de 1972, si on trouve des enregistrements faits au Collège Saint-Pierre, eh c'est évident qu'il faut les conserver, il faut les numériser, parce que c'est une documentation et peut-être même un vrai patrimoine immatériel pour Haïti. La documentation au sens global, c'est aussi tous les imprimés, les catalogues de vente, d'exposition, les ouvrages de référence, les périodiques, tout ce qui peut être imprimé. Et puis la documentation, une fois qu'on a parlé de ce qui fait la documentation, il y a des pratiques de documentation qui sont la mise à disposition et la diffusion de ces ressources, encadrées par les lois quand il y a des lois, et autrement encadrées par les objectifs de l'institution pour faire connaître ses œuvres, pour faire connaître ses archives, sa documentation, pour aider les chercheurs. On revient toujours à ces missions des musées, pour aider les chercheurs à des fins pédagogiques et à des fins de délectation. Il y a des gens qui préfèrent regarder des archives plutôt que de regarder de la peinture ou de la sculpture. Voilà. Et cette mise à disposition, elle passe par des outils comme les bases de données et par des normes et des standards internationaux ou nationaux qu'on se doit de respecter pour documenter correctement les collections. Alors là, on est sur l'inventaire en France, qui est réglementaire avec, on appelle ça l'inventaire à 18 colonnes, parce qu'il y a 18 colonnes. Ça a été défini par un très grand ethnologue qui s'appelle Georges-Henri Rivière. Et aujourd'hui, la loi impose à tous les musées de remplir à minima tous ces champs. Que ce soit un numéro d'inventaire, un mode d'acquisition, une description du bien, les techniques, les mesures, et puis hop, sur la fin, l'époque, les fonctions d'usage, la provenance géographique, voilà, toute une description de l'objet. En beaux-arts, en peinture, en sculpture, ça permet bien entendu de connaître les œuvres, ça permet aussi de les différencier les unes des autres. Je tenais à préciser quelle est la définition des archives, parce que pour beaucoup de personnes, y compris dans nos domaines culturels, les archives, ce sont des vieux papiers. Et en fait, pas du tout. Les archives peuvent être récentes, elles peuvent être sur n'importe quel support, que ce soit un CD, un DVD. Ce sont tous les documents qui retracent une activité. L'activité d'une personne physique ou morale. Donc, beaucoup de choses est archive aujourd'hui. Il y a bien entendu des manuscrits anciens, des notes, des courriers, des correspondances, également tous les documents administratifs d'une institution qu'il se doit de conserver, des images, des photographies et même des objets en 3 dimensions qui sont considérés comme des archives. Par exemple, des maquettes de musées, avant la reconstruction d'un musée. Tous les projets de maquettes doivent être conservés en vue d'avoir des archives complètes de l'histoire de l'institution. Troisième élément de documentation et dossier d'œuvre dont j'ai un peu parlé tout à l'heure. Donc, dans ce dossier d'œuvre, on met donc tout l'historique de l'œuvre, les études de l'œuvre, les expositions auxquelles l'œuvre a été présentée sous forme d'articles, d'extraits de catalogues d'exposition, toutes les analogies et les œuvres de comparaison. Donc il y a un vrai travail scientifique dans un dossier d'œuvre, des analogies avec des œuvres du même artiste ou des analogies avec des œuvres de la même période. La correspondance, les analyses scientifiques de laboratoire quand il y a eu une restauration, quand il y a eu une étude des matériaux ou des techniques, les relevés de restauration, toute la fortune de l'œuvre, donc la réutilisation de l'œuvre, la fortune de l'œuvre Joconde,
est énorme. La Joconde a été tellement copiée, utilisée sous différentes formes que c'est un dossier en soi que cette fortune de l'œuvre. Tous les mouvements, les questions de mouvement et de régie qui sont très importantes puisqu'on a toujours besoin de tracer nos objets dans les musées et la documentation photographique. La documentation photographique, alors après je ne vais plus en parler, mais quand elle a été faite au début du XXe siècle dans certains musées, elle est devenue elle-même patrimoniale. Je vais prendre l'exemple du Musée de l'Homme à Paris, qui a bénéficié au milieu des années 30 d'une couverture photographique faite par un grand photographe qui était Walker Evans. Et aujourd'hui, les dossiers d'œuvres, enfin aujourd'hui non, mais jusqu'aux années 2000, les photos qui étaient dans les dossiers d'œuvres étaient des photos de Walker Evans. Pour mieux les protéger, pour mieux les conserver, on les a enlevées de ces dossiers d'œuvres, mais elles gardent elles-mêmes quasiment dans leur dossier d'œuvre à elles qu'elles ont été faites pour une campagne photographique dans les années 30 à Paris. Et c'est souvent le cas pour la fin du 19e, le début du 20e siècle, de campagnes photographiques qui ont été faites par de grands artistes photographiques, parfois jeunes, ils n'étaient pas encore connus, ou parfois parce qu'ils voulaient travailler leur œil sur des objets entre guillemets morts, sur de la création qui n'était pas de prendre des passants dans la rue en photo, ou voilà, c'était un travail particulier de studio. La documentation, elle est importante pour les conservateurs, pour la loi, donc pour le ministère, mais avant tout pour nos usagers, pour les visiteurs, pour les chercheurs. Le principe des services de documentation, des services de ressources documentaires, c'est surtout pas de faire des fornox de leurs espaces, mais au contraire de mettre à disposition le plus intelligemment possible leurs ressources. Donc, depuis très longtemps, on fait de l'accueil physique des publics, que ce soit du grand public, des étudiants, des chercheurs, des amateurs, des marchands. Je pense que dans tous les pays du monde, tous les musées connaissent ça. On a besoin de s'appuyer sur la documentation des spécialistes et pour faire avancer ses propres recherches. Aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, c'est la diffusion numérique qui se développe partout, parce qu'elle permet d'être beaucoup plus efficace. Donc, très souvent, cette diffusion numérique, elle se fait, comme je viens de le dire, par la base de données. On utilise les contenus de la base de données qui peuvent être transmis au grand public. Les informations confidentielles de prix ou d'adresse du vendeur n'apparaissent pas du tout. Apparaît tout ce qui est scientifique, tout ce qui peut aider les utilisateurs. Donc vous voyez, on part d'une base de données où il y a toutes les informations sur les œuvres, on a un site internet, on fait un gros travail de réflexion pour sélectionner les contenus, pour définir la forme de la diffusion. C'est comme une publication papier, quand on publie sur le web, il faut réfléchir à la manière dont les informations vont apparaître. Et ping, ça apparaît sur Internet sous la forme de recherche de notices et sous 36 000 formes différentes. Je vous ai pris l'exemple du Metropolitan Museum de New York, qui met en ligne la description de plus de 450 000 notices d'objets qu'il conserve. Donc, bien entendu, on a des photos, on a une description des objets, mais ce qui est intéressant dans leur cas, c'est qu'il y a aussi tout un abécédaire de tous les artistes qu'ils ont recensés, avec une description de ces artistes. Donc on peut imaginer à quel point ça peut être utile pour des étudiants, ou pour des chercheurs, ou pour des amateurs qui sont loin de sources documentaires et qui peuvent ainsi approfondir leur connaissance avec des mots-clés concernant la géographie, les matériaux, les techniques, etc. Là aussi, on est sur des informations qui sont peut-être plus techniques, mais aux internautes de savoir si c'est trop technique pour eux ou si c'est ça qui leur convient. Alors là, j'ai pris un exemple. Ils ont 56 résultats pour Haïti. Semble-t-il avant tout des planches qui doivent être du 18e, des planches issues de livres, d'ouvrages.
Voilà. Et là, je voulais vous montrer à quel point notre documentation brute dans les musées peut devenir extrêmement sexy quand elle arrive sur Internet, à partir des mots-clés géographiques du Metropolitan Museum. Ils ont pu reconstituer une carte du monde sur laquelle ils placent le lieu précis de création de toutes les œuvres qu'ils ont. Idem avec leur chronologie, ils ont récupéré l'ensemble des informations de date de création de leurs œuvres, et il y a une frise chronologique qui permet de reposer sur une frise chrono l'ensemble des œuvres qu'ils conservent. Là on est sur un portail du ministère de la Culture français qui réunit toutes les bases de données des musées de France pour en faire un outil fédératif sur lesquels, par une seule recherche, normalement on trouve tout ce qu'il y a dans les musées français concernant un sujet, un auteur, une période, voilà, un mouvement artistique, etc. etc. Tout ça pour finir sur une conclusion qui est que les musées physiques sont des facteurs de développement local, et la documentation, quand elle est bien utilisée, quand elle arrive à être diffusée, y compris numériquement, est elle aussi un facteur de valorisation, puisque une donnée posée sur votre site internet peut être disséminée sur d'autres portails, visible sous d'autres formes. Je montre l'exemple d'Europeana, qui est notre bibliothèque virtuelle européenne, sur lesquelles les musées et les bibliothèques peuvent diffuser les présentations de leur collection, avec bien entendu l'ensemble des autres musées, des autres bibliothèques d'Europe, afin de montrer et de valoriser ces collections dans leur ensemble.